Aujourd'hui, on est reparti sur une analyse de patrimoine et cette fois, exercice un peu particulier car je vais reprendre une analyse ayant déjà été faite par Mounir de Finari, quelqu'un que vous connaissez très probablement si vous suivez un peu la finance sur YouTube. Alors je vous précise que ce n'est qu'un petit exercice que j'ai voulu faire, je ne pense pas spécialement que son analyse soit mauvaise et je ne cherche pas non plus à prouver quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer les petites différences qu'il peut y avoir entre sa stratégie et la mienne. Et puisque je vais forcément avoir quelques désaccords, je vous invite à commenter la vidéo pour me donner un peu votre avis sur tout ça. Je vous mets aussi le lien de sa vidéo en description. On va d'abord revenir un peu sur la situation de la personne dont on étudie le dossier, sur la stratégie proposée par Mounir, puis sur les ajustements que je ferai personnellement. L'analyse porte donc sur un clerc de notaire de 34 ans, avec un patrimoine brut de 110 000 euros dont 12 500 euros sont nets. Comme on pouvait s'y attendre, 95 000 euros de cette somme sont dans sa résidence principale, avec un prêt à 2,7%, donc un taux plutôt bon. On trouve aussi 6 700 euros en livret et cette même somme en actions et fonds divers. Son revenu mensuel est de 1 800 euros par mois, car il est actuellement en début de carrière, ce n'est pas un notaire à proprement parler, dont on pourrait forcément s'attendre à ce que le salaire soit largement plus élevé que ça. Son objectif est d'atteindre un patrimoine net de 500 000 euros, ainsi qu'un complément de retraite. Et il investit actuellement 400 euros par mois, dont 100 euros sur un PEL, 50 euros en assurance vie, 150 euros en PEA et compte titre et 100 euros par mois sur un livret d'épargne populaire. Sur les 6 700 euros qu'il a actuellement en livret, on en retrouve plusieurs, dont notamment le plan épargne logement, qui rentre dans cette catégorie. Mounir lui suggère donc de regrouper un peu tout ça dans le LEP auquel il a accès, étant donné que ça rapporte tout simplement plus sans aucune contrepartie négative. Et là, évidemment, on est bien d'accord. Notre cobaye du jour se demande s'il est intéressant d'investir à la fois sur compte titre où il a 4 700 euros, sur PEA où on trouve 800 euros et sur assurance vie à hauteur de 1100 euros, laquelle se trouve en chez Bourseau et en gestion pilotée. La suggestion de Mounir étant donc de quitter la gestion pilotée, de passer en gestion libre et d'arbitrer en faveur d'ETF aussi qualitatifs que possible. Et là on tombe sur notre premier désaccord. Pour moi, cette assurance vie doit carrément prendre la direction de la poubelle, et ce pour deux raisons. Déjà parce que l'assurance vie de Bourseau n'est objectivement pas la meilleure du tout, avec 0,75% de frais de gestion sur unité de compte, c'est bien pire que les 0,5% qu'on peut trouver chez Lucia Cardiff par exemple, la meilleure du marché. Mais surtout, une assurance vie ça rapporte moins qu'un PEA. 0,75% de frais, et même 0,5%, c'est toujours moins bien que littéralement 0%. Si un ETF World performera à 11% sur PEA, il ne performera qu'à 10,25% sur cette assurance vie. Et on ne chipote pas, car 1000 euros sur 30 ans deviendront soit 21 369 euros, soit 26 708. Et perso, je choisis les 26 708. Quitter la gestion pilotée et arbitrer est donc une bonne idée. Mais perso, je serais plus radical que ça, et je dégagerai tout dès maintenant pour réinvestir sur PEA. On peut à la rigueur récupérer 500 euros et ouvrir une nouvelle meilleure assurance vie chez Lucia Cardiff pour prendre date et récupérer 50 euros bonus qui feront beaucoup de bien au calcul. On arrive maintenant sur le CTO à 4 700 euros, sur lequel on trouve beaucoup d'actions, dont beaucoup de françaises, ainsi que des ETF S&P 500 et World qui sont tous deux distribuants. Mounir remarque directement que d'avoir des actions françaises sur CTO ne présente aucun intérêt, ce qui est complètement vrai, évidemment, et qu'il aurait meilleur intérêt à tout réinvestir sur PEA. On est aussi bien d'accord sur le fait qu'il soit surexposé à la France, avec plus de 50% de son portefeuille, et même à l'Europe en général avec plus de 70%. Une répartition qui ne correspond pas du tout à la réalité du terrain, car en vérité l'Europe c'est dans les 10 ou 15% de la capitalisation boursière mondiale, donc il ne mérite objectivement pas qu'on y investisse une partie aussi élevée de son portefeuille. Et à mon avis c'est aussi vrai d'un point de vue potentiel, ce qui est plus subjectif, car je doute personnellement que l'Europe soit une région d'avenir vu la bureaucratie étouffante et le vieillissement de la population. Par contre, Mounir ne tique pas spécialement sur le fait que les deux ETF World et S&P 500 soient distribuants. Personnellement, j'aurais insisté un peu plus là-dessus, car de voir ça sur un compte titre me pique les yeux. Il n'y a strictement aucun intérêt à courir après les ETF distribuants. Ils ne présentent strictement que des côtés négatifs, et c'est encore plus vrai sur compte titre, car on paye des impôts sur de l'argent qu'on souhaite réinvestir. Donc à partir de là, Mounir nous fait juste une estimation du patrimoine auquel notre sujet du jour peut prétendre et c'est plus ou moins terminé. Donc on n'est que à deux désaccords pour l'instant, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sujets pourtant très importants qui passent à la trappe.
Déjà, l'épargne de précaution n'a jamais été spécialement un sujet, et c'est pourtant le plus important. Notre homme possède 6700 € sur des livrets mais continue d'investir dedans, ce qui est un peu étrange. Normalement, on calcule le juste montant, donc typiquement 3 mois de dépenses courantes minimum, plus éventuellement quelques majorations suivant s'il y a des projets, si le travail est instable, etc. Puis on investit tout ce qui dépasse de ça. 6700 €, ça me semble beaucoup, car s'il gagne 1800 € par mois et en investit 400, ses dépenses mensuelles sont à 1400 € très grand maximum. Soit une épargne de précaution d'environ 4000 € maximum, donc a priori il devrait investir 2700 € de plus arrêter d'épargner tous les mois. Je suis obligé de spéculer car ce sujet est un peu passé à la trappe du coup. De plus, il n'a jamais été spécialement question de se diversifier sur le moyen long terme. Les cryptos, l'or, les obligations et les SCPI n'ont même jamais été mentionnés, ce qui est encore une fois assez dommage à mon avis, car notre gars pourrait croire qu'investir en bourse toute sa vie, ça peut passer, alors que pas du tout. Après voilà, son patrimoine a été jugé tel quel, donc c'est mission accomplie, mais j'aurais bien aimé lui donner aussi une ligne directrice sur tout ce qui vient après, ce dans quoi investir demain, dans 10 ans et dans 15 ans notamment. En utilisant une stratégie solide comme celle des 5 paliers, il pourrait à la fois augmenter son rendement en étant un peu plus agressif dès maintenant, mais aussi augmenter sa sécurité en ne restant pas sur des ETF et des actions du début à la fin de son parcours. Enfin, et c'est peut-être le plus gros désaccord, j'aimerais revenir sur la crypto. Plus on a du temps devant soi et plus on a intérêt à acheter quelque chose de rentable pour faire de gros intérêts composés. 1000 € x 15% sur 30 ans, c'est 87 500, alors que x 10%, donc la bourse, c'est même pas 20 000. Et la crypto peut justement proposer ce genre de performance. Mais bien sûr, le côté négatif de cette classe d'investissement, c'est la volatilité. Ça tombe bien, car plus on achète quelque chose de volatile, et plus on est content d'avoir du temps devant soi pour laisser une chute rebondir. Si mes 1000 € deviennent temporairement 500 € pendant 5 ans, eh bien j'ai toujours 15 ou 20 ans pour les laisser rebondir tranquillement. Le risque est donc très faible. Tout ça pour dire que je trouve ça extrêmement dommage que cette personne n'ait pas de crypto, car d'en acheter augmenterait a priori son rendement, tout en augmentant sa diversification. Quand il sera en retraite, il sera bien content d'avoir un peu de crypto car ça augmente sa diversification et donc la fiabilité de sa rente. Alors pas besoin d'en acheter une tonne, mais un petit peu et le plus tôt possible, c'est idéal à mon avis. En conclusion, je suis quand même assez d'accord sur la majorité du contenu, mais mon problème est plutôt l'absence de certains contenus. Sa stratégie est dans l'immédiat un peu défensive et j'y ajouterais personnellement une touche de Nasdaq 100 et MSCI USA x2 ainsi que de crypto avant d'acheter des ETF bon père de famille comme du World. Je sais bien que les ETF x2 font débat et c'est justement pour ça que j'ai quand même bien creusé le sujet pour en arriver à la conclusion que ces deux ETF américains disponibles sur PEA sont de très bonne qualité, y compris sur le long terme. C'est une façon assez simple de booster le rendement potentiel assez drastiquement si vous les conservez longtemps sans forcément en acheter des tonnes encore une fois. Si vous souhaitez justement qu'on vous crée une stratégie de ce genre ensemble, je peux vous inviter à m'envoyer un mail pour qu'on regarde ça. J'ai déjà travaillé avec une belle centaine de clients qui sont tous répartis avec un plan clair, efficace, passif de gestion et à moindre frais. Je vous invite aussi à débattre en commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec ma vision des choses. Mais en attendant, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!